Messieurs, dames, bienvenue. Dans Nord-Sud de ce mercredi, nous allons discuter des enjeux, stratégies, normes et langages de la négociation diplomatique. Pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir dans ce studio Monsieur Amadou Tidiane Diallo, diplômé en sciences politiques, actuellement en master en relations internationales. Bonjour et bienvenue. Bonjour Madame Barré. Aux opérations techniques, Ibrahima Silla, Tierno Hassana, Diaoune, merci à tous d'être à ce rendez-vous que nous ouvrons par le journal de la diplomatie, préparé et servi par Mariam Nabi. FIM FM, Nord-Sud, l'actu de la diplomatie internationale. Mariam, bonjour. Bonjour Aïssatou et bonjour à tous. Toujours un plaisir de te recevoir dans ce studio. Il est partagé. D'accord, à la une de votre actualité, Wagner au Mali, la communauté internationale condamne mais ne parle plus de retrait. Oui, et si les Français acceptaient de cohabiter avec les Russes au Mali, l'hypothèse n'est pas exclue, affirme le général Bruno Clément Bollet. Cet officier français à la retraite a condamné l'opération Licorne en Côte d'Ivoire et la coopération de sécurité et de défense au Quai d'Orsay. Quant au communiqué des 15 pays occidentaux qui, le 23 décembre dernier, ont dénoncé l'arrivée de mercenaires russes au Mali sans annoncer pour autant un retrait de ce pays. Ce consultant international en matière de sécurité en Afrique dit avoir aussi noté des signes sur le terrain sans pourtant aller dans les détails. Aïssatou. Et pendant ce temps, une délégation tchadienne était en Centrafrique pour évoquer la réouverture des frontières. Oui, c'est une visite qui pourrait débloquer une situation qui dure depuis plus de 7 ans. La fermeture de la frontière entre le Tchad et la Centrafrique depuis 2014. Le sujet a été au centre des discussions mardi à Bangui entre le président centrafricain Faustin Archange Touadéra et une délégation tchadienne conduite par le ministre tchadien de la Défense. Pour rappel, ces frontières ont été fermées lorsque l'ancien président tchadien Idriss Déby Itno, lassé d'être accusé d'ingérence chez son voisin du Sud, décida de couper le lien avec lui. En Afrique du Sud, la justice suspend le projet d'exploration sismique de Shell. Un tribunal sud-africain a mis en coup d'arrêt ce mardi 28 décembre au projet du géant de l'énergie Shell. La justice a donné raison à des communautés locales et organisations environnementales qui avaient déposé un recours contre l'exploration sismique au large de la Wild Coast, la côte qui s'ouvre sur l'océan Indien et qui abrite des zones marines protégées. La menace pour la faune a été prise en compte. Et pour parler d'immigration, 558 réfugiés autorisés à accoster en Italie, ce après avoir passé 11 jours en mer. Effectivement, le pays connaît une forte augmentation du nombre d'exilés et de réfugiés rejoignant ses côtes ces derniers mois. Selon les données du ministère italien de l'Intérieur, au 28 décembre dernier, 66 482 migrants ont atteint l'Italie depuis le début de l'année contre 34 134 à la même période en 2020. Russie, pour les États-Unis, la dissolution de l'ONG Memorial est un affront aux droits humains. Les États-Unis ont condamné mardi la dissolution en Russie de l'ONG Memorial, gardienne de la mémoire des victimes du Goulag. Dans un communiqué, le chef de la diplomatie américaine, Anthony Blinken, dénonce un affront aux nobles missions de cette ONG à la cause des droits humains partout dans le monde. Et avec vous, nous parlons également santé avec le variant Omicron. Biden qui lève l'interdiction de voyager aux États-Unis depuis les pays d'Afrique australe. Tout à fait. Le président Joe Biden a annoncé ce mardi la levée au 31 décembre de l'interdiction d'entrer aux États-Unis pour les voyageurs en provenance de 8 pays d'Afrique australe, un mois après une fermeture brutale provoquée par le variant Omicron. Cette réouverture des frontières concerne l'Afrique du Sud, le Botswana, le Zimbabwe, la Namibie, le Lesotho, l'Eswatini, le Mozambique et le Malawi. Et pour terminer, l'inflation élevée qui a marqué le paysage économique mondial en 2021 n'est pas aussi provisoire qu'on le pensait. Elle va se prolonger en 2022. Après une année 2020 marquée par un arrêt de l'économie mondiale en raison du Covid-19, la forte reprise économique, surtout dans les pays développés, a fait exploser la demande, que ce soit pour les biens de consommation ou les biens intermédiaires. En face, l'offre a eu du mal à suivre. Cette situation a provoqué des pénuries de matières premières et
et par conséquent une forte hausse du cours de ces dernières, notamment ceux des hydrocarbures. Le secteur de l'électronique connaît lui aussi des pénuries, notamment de semi-conducteurs, pénalisant fortement par exemple la production automobile. Les goulons d'étranglement dans de nombreux ports du monde et l'explosion des prix du transport maritime sont d'autres facteurs qui ont contribué à l'inflation qui n'épargne presque aucune région du monde. Ce phénomène est un casse-tête pour les banques centrales qui devront maîtriser cette hausse des prix sans casser la reprise économique. C'était tout pour le journal de la diplomatie au compte de Nord-Sud. À tous, merci de votre attention. Mariam Nabé, merci de représenter la rédaction. Merci Aïssatou Bari. Nous vous disons à la semaine prochaine. Inch'Allah, pourquoi pas. D'accord. Encore une fois, bienvenue dans Nord-Sud. Si vous venez de nous rejoindre, notre invité déjà en studio, Monsieur Amadou Tidiane Diallo. Je le disais, il est diplômé en sciences politiques, actuellement en master en relations internationales. Monsieur Diallo, encore une fois, bienvenue. Bienvenue, Madame Je Bari. le disais à l'entame de cette émission, nous nous intéressons à la négociation diplomatique. Alors, comment un internationaliste comme vous perçoit cette notion? Est-elle différente des autres négociations? Bon, pas tout à fait. Il y a une très grande différence. Seulement que la négociation diplomatique, c'est un concept qui est général, c'est un concept qui est vague seulement. Et quand on parle de négociation diplomatique, beaucoup l'entendent ici, c'est-à-dire à un niveau élevé. Étant donné que la négociation diplomatique et juste les caractéristiques qui définissent la négociation diplomatique ne sont pas ici le niveau élevé, ou bien c'est-à-dire les personnalités qui sont impliquées, mais ce sont les stratégies, ce sont les approches, ce sont les techniques qui sont employées qui font que ici la négociation diplomatique se démarque d'une manière à une autre, c'est-à-dire des autres négociations ordinaires. En parlant justement de stratégie, de démarche, quels sont selon vous les grands principes de cette négociation diplomatique? Au fait, les grands principes d'une négociation diplomatique sont entre autres. Il faut d'abord ici la confiance en soi. Il faudrait aussi l'expérience. Bien d'autres critères qui vont s'ajouter, mais les deux principaux, ce sont l'expérience, ce sont aussi la confiance. Parce qu'on ne peut pas aller dans une négociation sans avoir la confiance en soi. Et comment s'acquérir cette confiance? Il faut la cultiver en amont. La confiance se cultive en amont, en se préparant en amont. Au niveau de la préparation d'une négociation, il y a deux étapes. D'abord, on se prépare soi-même et ensuite, on se prépare en préparant la négociation elle-même. Donc, en se préparant, il y a beaucoup de techniques qu'il faut mettre en œuvre pour d'abord être en harmonie avec soi-même avant d'aller même à une négociation. Donc, cette étape est différente de l'étape de la préparation de la négociation elle-même. Donc, ces deux étapes doivent être comprises par toute personne qui doit s'impliquer dans toute négociation diplomatique. Sauf que ce n'est pas toute personne qui est habilitée à le faire quand même, à mener cette négociation-là. Oui, bien entendu. Quelles sont ces personnes qui sont habilitées justement à mener ce genre de négociation? Bon, là, il s'agit quand même, quand il s'agit d'une négociation à haut niveau, impliquant ici, c'est-à-dire l'État, il faut là des experts. Il ne faut pas juste dire, par exemple, que le ministre des Affaires étrangères a ses diplomates. Bien sûr, ce sont des cadres qui sont là, mais à côté de ces gens, quand il s'agit d'une négociation diplomatique à une envergure internationale, il faudrait aussi les accompagner par des experts qui sont imprégnés des réalités, des techniques qu'il faut employer pour faire avancer, c'est-à-dire pour faire pousser le pion de son côté dans une négociation diplomatique. D'accord. Donc, en plus des diplomates, d'autres personnes sont habilitées à le faire du moment où ça a une dimension internationale, c'est ça? Bon, pas une dimension internationale seulement, mais une dimension stratégique. Vous savez, ça peut avoir une dimension internationale sans que ça n'ait une dimension stratégique. Quand vous prenez par exemple la négociation, elle implique des critères. La négociation, d'abord, c'est son canal ou bien ses différents canaux. Il s'exprime par la négociation elle-même. Vous avez les conférences, vous avez en plus les entretiens, les déclarations. Donc tout ça là, ce sont des moyens par lesquels s'exprime la négociation, donc la diplomatie dans son ensemble. Donc pour aller dans une négociation stratégique, bien sûr pas une négociation interétatique seulement, mais stratégique, il faudrait que vraiment qu'on soit accompagné des personnes qui sont vraiment douées en la matière. C'est le cas quand il s'agit par exemple d'une affaire judiciaire. L'État peut avoir, en tant qu'État, il est grand, il est fort, il a la violence légitime, j'allais dire. Mais il s'accompagne, il cherche toujours des avocats
quand il s'agit d'une question intéressante, stratégique. Et toute personne aussi qui est impliquée dans une affaire judiciaire, elle cherche aussi, ou bien on met à sa disposition, lorsqu'elle ne dispose pas les moyens, on met à sa disposition des avocats. C'est la même façon qu'au niveau de la négociation, quand elle implique des enjeux stratégiques. Il faudrait que là aussi, que des personnalités, des experts accompagnent les diplomates pour que la négociation se passe bien. D'accord. Monsieur Diallo, généralement, quand on entend parler de négociations diplomatiques, tout de suite, on pense à un problème déjà posé, par exemple, entre États, ou quand je prends un exemple, le coup d'État en Guinée. Nous avons vu des chefs d'État défiler, des organisations sous-régionales, continentales et internationales défiler ici, pour essayer de trouver le juste milieu. Alors, est-ce que cette négociation se fait forcément de façon secrète ou de manière transparente? Ok, là, ça dépend quand même de la posture voulue. Mais ce qui est clair, quand même, les deux postures sont admises en négociation diplomatique. Elle peut être secrète, elle peut être aussi... Comment concilier les deux? Là, tout dépendra ici c'est-à-dire de la préparation des personnalités qui entrent dans la négociation. Si vous comprenez que leur psychologie, leur mentalité n'est pas en faveur, c'est-à-dire d'être ouvert à un public grand, là, il faut faire les choses de façon restreinte. Mais quand leur mentalité, leur psychologie sont préparées en avance à confronter quand même un auditoire, là, il faut faire ça de façon ouverte. Parce que d'un côté ou de l'autre, les deux, si la personne n'est pas bien préparée, il y aura des implications dans les accords, les clauses qui seront là au niveau de la négociation. Des conséquences. Et selon vous, quels peuvent être les risques pour le négociateur? Là, ils peuvent, par exemple, fausser la négociation. Parce qu'à partir du moment où la personne ne se sent pas à l'aise, c'est ce qu'on appelle créer le cadre idéal du négociateur. Et là, ça commence par beaucoup de choses. Non seulement la salle où la négociation doit être tenue, doit être préparée soigneusement, le lieu doit être choisi. C'est-à-dire, il faut qu'il y ait un consentement des négociateurs pour être dans un lieu. Il faut qu'il y ait leur consentement pour être devant un auditoire ou pas. Il faut, devant toutes les démarches, il faut qu'il y ait un consentement. Sans ce consentement, ça voudrait dire, par exemple, il y a de la gêne. Et dès que se manifeste cette gêne, il se peut qu'il y ait quand même une certaine démarcation dans la conclusion de bons contrats ou bien de bonnes clauses pour la négociation. D'accord. Alors, la diplomatie, comme tout autre domaine, a ses jargons, a son langage, et souvent on entend parler de la vision statocentrée de la négociation diplomatique. Qu'est-ce que c'est? Bon, en fait, la vision statocentrée, en fait, c'est l'image originelle de la négociation diplomatique ou bien des relations internationales. Depuis l'Antiquité, vous comprendrez là, au niveau des traités de Versailles, et du moins des traités de Westphalia qui ont mis fin à la guerre de 30 ans, et à la guerre de 30 ans et à la guerre de 80 ans, qui opposaient certains empires en Europe. Donc, ces traités-là sont venus, encadrer les relations internationales qui étaient à leur niveau primitif. Mais cela impliquait quand même des États, des entités étatiques qui étaient là souverains. Donc le principe qui donnait la capacité à ces entités-là d'aller à une négociation était quoi? Était d'abord le caractère indépendant et le caractère souverain. Donc de cette date, nous sommes venus au niveau après la Première Guerre mondiale et au niveau des traités de Versailles qui ont été conclus en 1919. Et suite à ce traité, nous comprenons jusqu'à présent aussi ce sont les États qui sont impliqués dans les relations internationales. Ce sont les États qui sont les sujets primaires. C'est-à-dire en droit international public, on les appelle les sujets primaires. Ce sont ces États-là qui agissent sur la scène internationale. Donc jusqu'à présent, nous comprenons qu'après ce traité de Versailles, et actuellement, jusqu'à présent, sur la scène internationale, avec un diagnostic approfondi, avec une analyse critique, nous comprenons toujours ce sont les États qui sont là en train de jouer sur la scène internationale. Malgré qu'il y ait aujourd'hui ce qu'on appelle des sujets secondaires, à savoir les organisations internationales, mais qui forment ces organisations internationales, ce sont toujours les États. Donc, de fait, la négociation sur le plan étatique ou bien sur le plan international n'a pas changé de physionomie d'acteurs. En fait, les principaux acteurs, ce sont les États. Et les acteurs secondaires, ce sont maintenant les organisations internationales. En aucun cas, d'autres organisations ne peut formuler ou bien aller à un traité ou bien conclure un traité qui sera admis au niveau des Nations Unies. À moins qu'on parle là d'accord de paix qui concerne par exemple une rébellion à un État. Parce que là,
pour aller à une négociation d'abord, le premier objectif visé, c'est quoi? C'est la paix. Donc, quand un groupe de rebelles arrive à conclure des accords de paix avec un État, là, il devient automatiquement un sujet de droit international. Cela peut être accepté, mais c'est juste cela. Mais en dehors de ces accords de paix qui peuvent être signés entre un groupe de rebelles et un État, on ne voit aucun autre sujet encore. Donc parlez parlez du caractère souverain, vous parlez du caractère indépendant comme étant un principe dans la négociation diplomatique. Mais comment comprendre que dans certains cas de figure, lorsqu'un État refuse de négocier, il se voit sanctionné par des organisations à l'international? C'est pas du deux poids, deux mesures pour vous? En fait, ce n'est pas du deux poids, deux mesures. Là, il faut s'imprégner un peu de la réalité des instruments juridiques qui régissent quand même le droit international public sur le plan international. C'était le droit là, déjà, actuellement, il souffre. Parce que quoi? C'est un droit qui est limité. En quoi est-ce qu'il souffre? Il souffre en ce sens qu'il n'a pas pu établir un lien, il n'a pas pu élargir le nombre d'acteurs qui agissent sur la scène internationale. Il se limite au niveau des acteurs. C'est l'État, ce sont les organisations internationales. Donc c'est un droit souffrant. Vous prenez le traité de 1969 qui s'appelle le traité des traités. Le traité vient de 1969 et celui de 1986. Ce sont ces deux traités qui jusqu'à présent régissent les rapports sur la scène internationale. En dehors de ces deux traités, on ne voit rien. Ce qui veut dire que le droit est en profonde mutation. Donc il y a lieu pour les grands juristes ou bien même pour la commission de droit international de réfléchir sur les approches pour essayer d'élargir un peu le cadre des relations internationales pour impliquer beaucoup plus d'acteurs dans les négociations internationales. Et si je vous comprends très bien, il n'y a pas que l'État et les organisations qui peuvent constituer ces acteurs, qui peuvent intervenir dans les négociations diplomatiques, c'est ça? Non. Ok. Oui. Et selon vous, en tant qu'internationaliste, pour vous, quels peuvent être les autres acteurs qui peuvent entrer en jeu? Bon, ici, quand on s'écarte un peu du DIP, c'est-à-dire du droit international public, on peut retrouver une multitude d'acteurs. C'est-à-dire, vous avez les ONG, vous avez les personnes, vous avez les entreprises, vous avez toute personne qui négocie, qui fait de la négociation de jour à jour. Donc, mais le critère est que quand les ONG négocient, c'est-à-dire un contrat, ce contrat-là ne sera pas soumis à l'enregistrement au niveau des Nations Unies. C'est ça le critère. C'est-à-dire, pour qu'un traité ou bien pour qu'un accord ou bien pour qu'une charte soit enregistrée au niveau des Nations Unies, il faudrait que celui-ci soit fait par des sujets du droit international primaire et par les sujets du droit international secondaire, à savoir les États et les organisations internationales. D'accord. Et qu'en est-il de la négociation intra-État? Comment est-ce qu'elle fonctionne? Bon, pour ce qui concerne la négociation intra-État, c'est un point qui est très intéressant parce que là, nous quittons du niveau international au niveau national. Là, d'ailleurs, ce sont deux entités ou bien deux départements de même État qui rentrent ici en négociation. Quand nous prenons par exemple le cas de la Guinée, vous prenez le ministère par exemple de l'Environnement et le ministère de la Défense, quand il s'agit d'une question de désarmement par exemple. Et ces deux ministères peuvent entrer en négociation. Mais là, la nature de la négociation, est-ce qu'elle est différente de la nature d'une négociation entamée au niveau international? Je ne crois pas. La négociation reste la négociation. Il faut toujours qu'il y ait soit... Tout dépendra de l'objectif visé de la négociation. Si les acteurs en présence, les négociateurs visent par exemple des intérêts stratégiques et qui s'inscrivent dans un temps immédiat, là il y a automatiquement une approche de négociation qui est engagée. Et s'il y a aussi des intérêts qui sont dans le futur, qui s'inscrivent dans le futur et qui peuvent ici requérir des éléments qui continueront toujours à faire vivre les acteurs dans l'harmonie, dans la paix, à créer toujours le même engouement entre les acteurs. C'est une autre approche aussi qui est entreprise. Là, les deux approches, soit l'approche, elle est de position, c'est-à-dire je gagne, vous perdez, et je m'en fous de la relation future. De l'autre côté, non, c'est la relation, nous gagnons ensemble. Et dans ce cas, il y a des relations futures qui vont se construire. Donc voilà un peu
les différents enjeux qui s'inscrivent et qui créent ici une certaine position par rapport à telle ou à telle approche de négociation. D'accord. Alors, il y a un auditeur qui vient de m'écrire, Boubacar Bari, depuis Tombolia, qui veut savoir si la négociation diplomatique est différente de la négociation climatique et la négociation politique, ou si celle-ci englobe les deux autres négociations du moment où il y a différents sujets. Oui. D'accord. Là, entendez par négociation diplomatique toute négociation qui s'inscrit dans une stratégie bien définie, qu'elle soit au niveau entrepreneurial, qu'elle soit au niveau commercial, qu'elle soit au niveau politique, qu'elle soit au niveau culturel, environnemental. Toute négociation, à partir du moment où elle est stratégique, les enjeux sont là, évidemment, on parle de négociation diplomatique. Parce que lorsque le caractère stratégique n'est pas tenu compte, ça veut dire que les résultats seront automatiquement faussés. C'est là qu'il faut faire la différence. D'accord. Alors, c'est l'heure de la pause pour nos obligations commerciales et la page info. Et juste après, on continue cette émission. De retour dans ce studio A de FIM FM pour parler diplomatie et coopération. Notre invité, M. Amadou Tidiane Diallo, spécialiste des relations internationales, diplômé en sciences politiques. Alors, tout de suite, juste avant d'aller en pause, M. Diallo, vous nous parlez du fonctionnement de la négociation intra-État. Oui, bien sûr. On parlait sur la négociation intra-État. Je disais que lorsqu'il s'agit, par exemple, à l'intérieur d'un État ou bien au sein d'un État, et qu'il se trouve que deux départements administratifs ou bien deux, institutions de ce même État s'engagent dans une négociation, la nature n'est pas différente de celle d'une négociation qui sera engagée sur le plan international. Okay. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une négociation différente engagée au plan international et celui engagé au plan national. Ce qui est en jeu ici, ce sont les intérêts. C'est quoi? Ce sont les ambitions, ce sont les objectifs qui sont différents ici. Donc, de ce point de vue, chacun doit s'atteler à définir clairement ses ambitions, à définir clairement ses objectifs, à définir clairement ses intérêts. Chose faite, là, en ce moment, chacun des négociateurs va entamer ou bien va aller avec une approche qui lui semble favorable dans l'atteinte de ses objectifs. D'accord. Alors, c'est bien de parler des principes de la négociation, de comment combiner, si vous voulez, transparence et secret dans la négociation diplomatique, mais quel enjeu, si vous voulez, pour la négociation diplomatique? Bon, là, pour parler des enjeux de négociation diplomatique, je vais un peu sortir du cadre, général et pour rentrer ici dans le cadre national, c'est-à-dire le cadre particulier de la Guinée. Je veux juste impliquer ici les enjeux d'une négociation diplomatique aujourd'hui concernant la Guinée, en ce sens que nous sommes dans une phase exceptionnelle et nous comprenons que des négociations s'engagent de partout pour essayer, c'est-à-dire de désamorcer la crise en République de Guinée. Dans cette position, quels sont les enjeux normalement de la négociation pour ce qui concerne ici la République de Guinée? Là, il s'agit d'une première approche, d'un premier pas d'abord, que les autorités de la République de Guinée doivent... Vous essayez de faire un rapprochement entre la négociation diplomatique et la transition guinéenne? Oui, juste normalement, j'essaie d'expliquer ici normalement comment... quelles sont les stratégies, quels sont les enjeux du moins, les enjeux de la diplomatie actuelle de la République de Guinée, les enjeux réels de la diplomatie actuelle. Là, je ne veux pas dire que voilà, ce sont les enjeux, mais je veux expliquer les moyens par lesquels il faut qu'on découvre ces enjeux-là. Pour l'instant, les autorités de la République de Guinée doivent mobiliser quand même des experts en négociation diplomatique ou bien en diplomatie pour essayer de trouver des enjeux réels. Est-ce que l'enjeu principal pour le CNRD, il s'agit juste d'organiser des élections, ou bien il s'agit juste de négocier des termes d'organisation d'une élection, ou bien est-ce qu'il faut juste négocier ici des approches qui vont permettre au CNRD d'organiser et de sortir dans cette transition, d'organiser des élections et puis sortir dans une transition tout en ayant des implications dans le futur. Je crois que là, tout dépendra de l'équipe ou bien des personnes de ressources qui seront mises en cause pour réfléchir, pour établir le cadre de la négociation. Donc, à partir de là,
ceux qui sont impliqués dans toutes les négociations. Parce que jusqu'à présent, je n'ai pas vu le CNRD engagé dans une négociation véritable en République Guinée. C'est-à-dire, on utilise un seul canal de la négociation. Ce sont les rencontres. La CEDEAO n'a jamais voulu engager une véritable négociation avec le CNRD. Oui, je vais vous expliquer. Toutes les fois que la CEDEAO est venue, n'a pas voulu véritablement prendre du temps. Quand je dis prendre du temps, c'est établir ici une démarche stratégique pour aller en confrontation directe avec le CNRD. La CEDEAO, quand elle vient en République de Guinée, ou bien quand elle est dans son QG, elle émet seulement une position, organiser des élections à telle date. Ça, c'est une position, c'est pas ça la négociation. Il faudrait que la CEDEAO s'engage dans une véritable négociation avec une démarche stratégique. Et quelle doit être cette démarche? C'est ce que je dis. Maintenant, la démarche stratégique dans une négociation, d'abord, la première des choses, il faut d'abord faire le diagnostic de la situation. Et quand vous demandez aujourd'hui la CEDEAO, elle va vous dire qu'elle connaît déjà le problème. Étant donné qu'on ne peut pas connaître le problème si on ne les étudie pas. Après cela, il faut définir, d'abord, chercher les informations claires. Quand on a les informations claires, on essaye de faire leur traitement. Quand on passe cette étape, on en vient ici à l'étape de l'opérationnalisation. Après cela, on contrôle exactement est-ce que les plans stratégiques qui ont été exécutés, est-ce qu'ils sont atteints au moins à 90%. Mais de toutes ces étapes, je ne vois pas ni le CNRD ni la CEDEAO s'impliquer dans ces étapes. Seulement, on engage, c'est des sommets qui sont là, ou bien peut-être des rencontres. Pour vous, les différents échanges menés par la CEDEAO vis-à-vis de certains acteurs en Guinée ne constituent pas véritablement des stratégies? Pas du tout. Regardez. Monsieur Diallo. Oui, non, pas du tout. Allez. C'est-à-dire, la négociation, c'est quoi? C'est des procédures, c'est des étapes. Et dans ces étapes, il y a des enjeux. Et ces enjeux-là, il faut les identifier. Et la procédure d'identification ne se fait pas en un seul jour. Bon, ok. Allons de manière terre à terre. Comment procéder alors à l'identification du problème? Merci. Là, on parle d'une étape de diagnostic. C'est-à-dire là, vous vous mettez dans une position de dire que voilà le problème, il est posé. Mais je ne connais pas comment il est posé. Et je ne connais pas sa nature. Il faudrait que j'y prenne le temps pour que je sache réellement qu'est-ce qui constitue le problème. Les éléments constitutifs du problème. C'est ça requiert du temps. Le temps, pour ce qui me concerne, je ne vois pas ça de la part des Donc la CEDEAO est allée vite en besogne. Oui, elle est toujours dans sa position ordinaire, c'est-à-dire de négociateur de position. De négociateur de position, c'est-à-dire donner des injonctions qui, pour elle, se trouvant peut-être en position de force, seraient exécutées par les autres acteurs. Mais ce n'est pas ça. D'accord. Alors, Monsieur Diallo, en termes de langage, comment se traduit cette négociation dont on parle? C'est une contrainte aussi dans le langage. C'est une contrainte dans la négociation parce que toute discipline a son jargon. Vous prenez la médecine, elle a son jargon. Vous prenez la politique, elle aussi. Vous prenez le droit, lui aussi. Bon, mais ici, dans une négociation, ce n'est pas le jargon qui est nécessaire. Ce qui est nécessaire, c'est la capacité à transformer ce jargon pour permettre d'aller vers un objectif qu'on s'est fixé pour atteindre cet objectif-là. Et pour cela, il y a plusieurs manières de dialogue en négociation diplomatique. Il y a d'abord ce qu'on appelle au prime abord un dialogue interrelationnel ou bien un dialogue relationnel. Là, ça ne parle pas, qui consiste par exemple, vous êtes venu, par exemple, la CEDEAO est venue en Guinée. Bon, forcément, les personnalités impliquées dans la négociation ne se connaissent pas, mais pour créer une certaine confiance de la part des acteurs de la CEDEAO impliqués dans la négociation, les autorités guinéennes ou bien les personnalités, l'équipe guinéenne aussi impliquée dans la négociation, doit en amont, avant même l'entame de la négociation, procéder à par exemple à des comportements qui vont créer une certaine relation, qui vont réchauffer, c'est-à-dire le climat de confiance. Peut-être en faisant à partir des petits bonjours téléphoniques, en passant des échanges téléphoniques, des échanges de courriers, tout ça là, et même l'emprunt de documents, la lecture, tout ça là, et même des sorties pour aller avant même la négociation. On peut prendre l'équipe qui est, chez nous,
aller les envoyer faire visiter la ville. Tout ça là, ça leur donne la confiance et ça leur donne une certaine aisance pour négocier et faciliter la négociation. Surtout lorsque la négociation n'implique pas, et du moins implique plusieurs angles. Parce que quand elle implique 2 angles, ça devient plus compliqué. Et c'est le cas de la négociation en Guinée. Elle implique un seul angle. Comment sortir de la transition? Au cas où il y avait plusieurs angles, là, les négociateurs allaient être un peu, doux dans leur approche, parce que là, il y a plusieurs solutions. Qu'il y ait plusieurs angles de négociation. Non, pas plusieurs angles de négociation, mais plusieurs solutions à trouver. Et pour cela, quand il y a plusieurs solutions à trouver, on reste un peu doux pour aller vite en besogne, mais pas en forçant la démarche. Vous comprenez? Donc, pour résumer, aujourd'hui, les enjeux de la négociation guinéenne, c'est comment poser de véritables fondements qui pourraient avoir des implications à long terme dans le processus évolutif de la vie de cette nation. C'est ça le véritable enjeu. Pas seulement dire que nous voulons organiser des élections équitées. Parce que ce fut le cas de la dernière transition. Le cas de la dernière transition, leur objectif, c'était d'organiser les élections et puis partir. Et ils les ont organisées, ils sont partis. Et les implications sont là. Ce qui nous renvoie encore vers une autre transition. Donc, comment maintenant trouver ces enjeux? Il faut procéder par un exercice intrinsèque dur, en soumettant à l'esprit un travail qui consiste à se poser les questions, qui consiste à se demander qu'est-ce que je veux, en utilisant le mot pourquoi. Pourquoi je veux négocier? Pourquoi je veux entrer dans telle négociation? Je m'excuse. Pourquoi je négocie tel sujet et que je ne veux pas négocier sur tel autre sujet? Il faut se poser cette question-là de façon répétitive pour puiser en profondeur l'objectif, l'intérêt qu'on cherche dans une négociation. Si tel n'a pas été fait par le CNRD, il faut négocier juste pour négocier. La CEDEAO, déjà, on comprend, elle est dans une négociation d'opposition, mais si le CNRD ne creuse pas en profondeur pour trouver ce qu'il veut réellement, en utilisant la question de pourquoi, on veut parler ici du transcendantalisme, mais relatif. Parce que là, on ne va pas aller vers, le Dieu, mais on se pose la question de pourquoi, pour aller en profondeur dans notre curiosité de trouver ce que nous voulons réellement. D'accord. Permettez-moi de vous retirer la parole. Dans la rubrique Parole à la diaspora, nous partons en France pour donner la parole à M. Mamadi Diawara, juriste en droit public et ancien président des étudiants et guinéens de Limoges, juste après cette transition. Allô, M. Diawara? Ainsi qu'à vos millions d'auditeurs qui nous suivent à l'instant T en Guinée et dans les 4 coins du monde. D'accord, merci de nous rejoindre dans cette émission. Alors, vous dénoncez non seulement le retard accusé dans l'obtention des documents administratifs, mais aussi ce que vous qualifiez d'absence du soutien de l'État vis-à-vis des étudiants guinéens de France. On vous écoute. Merci pour l'opportunité que vous me donnez afin de partager avec vous les difficultés que nous, Guinéens de l'étranger, sommes confrontés au quotidien dans les pays d'accueil. Comme vous le savez, nos difficultés sont énormes, mais je focaliserai mon intervention sur 2 axes qui me semblent prioritaires. En prenant le cas particulier des Guinéens et Guinéens de France, nous sommes confrontés d'une part aux difficultés liées aux prestations de services publics qu'offre notre représentation diplomatique d'une part, et d'autre part du manque de soutien de l'État, comme vous le disiez, à ces étudiants qui sont souvent dans ce pays dans le cadre des coopérations bi- ou multilatérales. S'agissant du premier point, naturellement, nous avons des difficultés d'accès aux documents administratifs. Bien que l'ambassade ait dématérialisé ses services pour l'obtention des documents administratifs, notamment l'accès aux cartes consulaires, les prises de rendez-vous sont faciles. Mais le délai de traitement sont très longs. Environ 4 à 6 semaines pour celles-ci, d'après nos compatriotes qui sont les usagers directs du service public. Sachant qu'on ne peut pas faire au jour d'aujourd'hui une demande de passeport sans disposer de carte consulaire préalablement. In concreto, ce qui a une incidence majeure sur les demandes de passeport.
Pour ce qui est du demande des passeports, les prises de rendez-vous sont limitées. Les délais sont entre 3 à 4 mois, chose qui est très pénible. Et s'agissant du délai de traitement après enrôlement, en principe, le délai est estimé entre 4 à 5 semaines. Mais il faut rappeler que ce délai n'est pas de rigueur. En conséquence, je dirais que les causes de cette bureaucratie et de cette lenteur administrative ne pourraient être autres que le manque de personnel suffisant, et le manque d'organisation, l'incompétence parfois et surtout le favoritisme dans le traitement des dossiers, ce qui n'est pas du tout normal. Et tout comme à l'extérieur de la Guinée, nous avons du mal à nous départir de nos vieilles habitudes. Il y a aussi du manque de soutien de l'État, comme je le rappelais tantôt, aux étudiants, fruits de coopération bi- et multilatérale. Force est de constater que ces étudiants ne bénéficient d'aucun accompagnement de l'État dans la réalisation de leurs projets d'études, ce qui naturellement ne favorise pas la promotion de l'excellence. Et notre pays, vous n'êtes pas sans savoir que notre pays dispose des moyens considérables de mettre en place des systèmes de bourse pour des étudiants se trouvant à l'étranger. Citons le cas particulier des étudiants de Campus France, par exemple. Une fois que ceux-ci sont sur le territoire français, l'État pourrait les accorder des bourses d'études selon des critères objectifs, bien entendu. Car après tout, ces étudiants sont motivés par le devoir de patriotisme et ne pourront être que des remparts pour la réforme de notre système éducatif et administratif après leur formation. Et d'ailleurs, ce qui contribuera efficacement au développement de la Guinée. Bon, bref, pour un service public de qualité, au bénéfice des Guinéens et Guinéens de l'étranger, je pense que la diplomatie guinéenne, notre marque d'identité à l'international, devrait sans excès de langage se réinventer à l'image aujourd'hui de la volonté politique de rupture qui se dégage à Conakry, celle du devoir de sacrifice et du sens élevé du patriotisme. D'accord. Vous parlez justement d'absence de soutien de l'État. Est-ce que ça a été le cas depuis, je veux dire par exemple, depuis le temps de M. Alpha Condé au pouvoir ou c'est depuis l'arrivée du CNRD au pouvoir? Absolument, ce manque de soutien vis-à-vis des étudiants qui font leurs études dans les pays étrangers, notamment en France, pour ce qui concerne par exemple le cadre de la coopération comme on appelle multilatérale et bilatérale entre la Guinée et la France, pour les étudiants en Campus France, ça a toujours été le cas. Ça a toujours été le cas depuis au temps du général Vincent Conté jusqu'à maintenant. Et je pense que l'État devrait penser à mettre en place des systèmes de bourse. On ne peut pas donner de bourse à tout le monde également, mais selon des critères objectifs, je pense que ça c'est possible. Il y a des moyens dans ce sens. Il faut juste réfléchir sur les modalités et les faisabilités. D'accord. C'est bien de dénoncer, mais est-ce que vous avez tenté d'approcher les autorités? Et d'ailleurs, je pense que c'est une occasion, à travers cette émission, d'interpeller les autorités compétentes. Et pour ce qui est, par exemple, des passeports et également des cartes consulaires, donc j'interpelle le ministère des Affaires étrangères, en collaboration avec le ministère de la Sécurité et de la Protection civile, de prendre cette problématique de passeport très au sérieux afin d'éviter que les compatriotes se retrouvent bloqués dans les démarches administratives, notamment celles de régularisation et des demandes de renouvellement des titres de séjour. Et pour ce qui concerne aussi la mise en place des systèmes de bourse, il y a beaucoup d'étudiants qui sont sur le territoire français et qui sont de très bons étudiants. Donc, je pense que l'État devrait leur apporter leur soutien, bien qu'ils n'ont pas été envoyés par l'État. D'accord. Monsieur Mamadi Diawara, juriste en droit public et ancien président des étudiants guinéens de Limoges, merci de répondre à nos questions. C'est moi qui vous remercie. Monsieur Tidiane, vous venez de suivre tout à l'heure notre frère guinéen du côté de la France, écrit de cœur. Voulez-vous réagir? Je dis que ce monsieur a parfaitement raison. Il faudrait attirer l'attention de l'État guinéen en faveur, c'est-à-dire de ces étudiants ou bien de ces étrangers, de ces ressortissants, comment dirais-je, qui se trouvent du côté de la France ou bien du côté d'autres pays, pour que ces étudiants puissent mener à bien leur mission, c'est-à-dire leurs études, dans un cadre vraiment, comment dirais-je, dans un cadre idéal, pas tout à fait, mais j'utilise le mot relatif, dans un cadre idéal. Donc, c'est comment dirais-je, une charge
à l'État de veiller quand même au bien-être des gens, de leur créer toutes les conditions pour que ces gens-là puissent vivre décemment et dignement dans ces pays où ils se trouvent. D'accord, nous sommes pratiquement à la fin de cette émission. Monsieur Tidiane, en gros, quel est le rôle du diplomate et de la diplomatie dans un monde en perpétuelle transformation? Le rôle du diplomate, de la diplomatie dans un monde en perpétuelle évolution, c'est de contribuer à l'évolution de ce monde pour poser de véritables changements, essayer de transformer, c'est-à-dire la société, vers des approches nouvelles, vers des horizons nouveaux, pour éventuellement, pour donner de la confiance et aussi susciter de l'engouement, pousser les gens à embrasser la carrière diplomatique. Sans cela, je pense que comme nous le constatons présentement, il y a beaucoup de personnes qui ne s'intéressent pas à la diplomatie parce que pour eux, la diplomatie, c'est juste le niveau élevé. C'est la cour des grands. C'est la cour des grands, étant donné que de jour en jour, chaque jour, on est confronté à des besoins de négociation dans l'entreprise, en famille, partout au bureau. On est sous la stress, on est sous la colère, on est dans toutes les émotions, dans toutes les émotions. Mais il faut pouvoir négocier, il faut pouvoir se départir de la peur, il faut pouvoir se départir de la nervosité pour pouvoir négocier et gagner, et gagner les objectifs visés. Et c'est la fin de Nord-Sud qui avait pour invité M. Amadou Tidiane Diallo, diplômé en sciences politiques, actuellement en master en relations internationales. Merci M. Tidiane. Merci Mme Aïssatou Barré et merci à toute l'équipe de FIM FM qui ne cesse quand même de séduire l'auditoire guinéen. Et voilà, nous leur félicitons pour leur engagement, leur courage. On sait que FIM vient de s'imposer, quand même, ce n'est pas de la flatterie. Moi, je suis un auditeur fidèle de FIM et j'apprécie, j'ai beaucoup aimé quand même l'émission, surtout l'émission Mirador. C'est une émission qui vient vraiment en grande vitesse. Merci beaucoup, merci aux opérations techniques Ibrahima Silla, Tierno Hassana Diaoulé, auditeurs d'ici et d'ailleurs. Merci d'être à ce rendez-vous. À la semaine prochaine.